Salam alaikum, Azul, bonsoir. On nous dit, avec beaucoup d'emphase et de gravité, que le président Tebboune a instruit le Premier ministre d'ouvrir une enquête dans l'immédiat, Felhin. Et une enquête pour quoi faire, s'il vous plaît? Eh bien, pour déterminer les causes, pardi. Les causes de quoi? Et là, je vais vous lire les propres termes du communiqué. Déterminer les causes des incidents enregistrés ces derniers jours et qui ont eu un impact négatif sur la vie des citoyens et sur l'économie nationale. Un impact négatif sur la vie des citoyens et sur l'économie nationale. C'est bien. Et quels sont donc ces incidents enregistrés ces derniers jours et qui ont eu un impact négatif sur la vie des citoyens et sur l'économie nationale? Et là, je vais encore citer les propres termes du communiqué. Écoutez. Ces incidents sont donc, et je cite, les incendies qui ont ravagé de vastes surfaces de forêt, le manque de liquidités dans certaines banques et bureaux de poste, l'arrêt de la station de dessalement de l'eau de mer de Fouca, ainsi que les coupures sans préavis d'eau et d'électricité dans certains quartiers de la capitale et d'autres grandes villes pendant les 2 jours de l'Eid al-Adha. Et là, tous les Algériens qui ont lu ce communiqué, tous les Algériens se sont posé la question. Ils se sont posé la question. Ça veut dire quoi tout ça? Et il y a en effet de quoi être étonné. Une enquête pour les coupures d'électricité en Algérie pendant la canicule où tout le monde a quasiment banalisé dans sa tête ces sempiternelles et irratables pannes d'électricité qui ont lieu pendant l'été, pendant les canicules tout particulièrement. Ça fait des décennies que ça dure. Et c'est maintenant qu'on demande une enquête, alors que tout le monde en connaît les vraies raisons qui sont le manque d'infrastructures, de capacités et la surconsommation ajoutée à l'incompétence, portée au pinacle de l'incompétence. Pour les pénuries d'eau, une enquête pour les pénuries d'eau en Algérie, où c'est une constante nationale, où le recours à la citerne, au jerrycan, au remplissage des baignoires fait désormais partie de notre culture, voire même de nos traditions. Une enquête dans un pays où certaines villes n'ont pas vu couler de l'eau de leur robinet depuis des années. Dans certaines villes, notamment celles du pays profond, un nouveau métier est né, celui des citernistes, puisque les gens achètent aujourd'hui de l'eau par citerne qu'on leur livre à domicile. Et Tebboune qui demande de diligenter une enquête sur ça, lui qui a été wali, lui qui a été ministre, une enquête sur les pénuries d'eau, qu'on tente de nous fourguer comme un complot pour provoquer la fitna et l'instabilité. Pourquoi alors Tebboune ordonne-t-il une telle enquête sur un problème dont tout le monde connaît l'origine, dont tout le monde connaît les causes et qui réside surtout dans l'incompétence de ce régime, dans son impéritie, dans son incapacité à gérer le pays, dans la corruption systémique qui le ronge, dans l'impunité et la gabegie? Et personne ne dit aux Algériens que les déperditions d'eau pour la seule vétusté des canalisations, et de plus de 30%, le tiers de l'eau s'en va, il est perdu parce que les canalisations sont usées ou qu'elles sont dues à une malfaçon fautive. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus respectueux pour l'intelligence des Algériens et de leurs attentes de demander au Premier ministre d'initier un plan plutôt à moyen et long terme pour trouver des solutions à ce très épineux problème? Un problème tellement vieux que tout le monde a fini par l'intégrer, par s'y faire.
Un problème dont tout le monde sait parfaitement qu'il est principalement dû à l'incompétence, je le redis, à la gabegie. Les feux de forêt maintenant. M. Tebboune qui demande une enquête sur les feux de forêt. Une enquête sur les feux de forêt qu'on tente aussi de nous vendre sous l'emballage du complot. Un sombre complot qui tente de provoquer la fitna et l'instabilité. Et là aussi, tout le monde sait que le grand problème des feux de forêt est dans l'incapacité du régime à les prévenir et à doter la protection civile des moyens pour les réduire. Tout le monde sait que le principal moyen de lutte contre les feux de forêt, entre autres moyens, est le Canadair. Or, l'Algérie, dont le budget militaire est juste hallucinant et qui s'est doté d'un nombre incompréhensible pour tout le monde d'avions militaires de tout gabarit, n'a pas fait l'acquisition d'un seul Canadair. Pour la simple raison, nous disent les spécialistes, qu'il n'y a pas de commission ni de pot de vin dans l'achat de ces appareils. Par contre, il faut une enquête sur la pénurie des liquidités. Là, on est d'accord. Une panne des liquidités, une pénurie des liquidités qui risque vraiment de provoquer une explosion de colère et qui serait réellement utile, cette enquête, pour que les Algériens puissent saisir, enfin, toute l'ampleur des dégâts d'un régime inapte à la gestion des affaires publiques. Non pas à cause de l'incompétence des commis de l'État, mais du fait de la conformation même du régime, de cette médiocratie, de cette mafiocratie, incapable du fait même des critères qui la fondent, de pouvoir générer du mérite, de la compétence, absolument impossible. La pénurie des liquidités est la preuve par 9, s'il en fallait, que ce régime ne peut ni s'amender, ni se corriger, ni se réformer, ni régler les problèmes qu'il a lui-même provoqués. Ce n'est pas pour rien que les deux principaux slogans du Hirak sont « Tarhlou ga » et « Madaniya Mashi Askariya ». Dans la gestion des affaires publiques et la tragédie qui vient de se produire à Beyrouth nous l'a violemment rappelé. L'incompétence tue, la négligence tue, la corruption tue aussi lorsqu'elle devient systémique et quasi systématique, comme c'est le cas en Algérie. Et nous ne le répéterons jamais assez. Une médiocratie ne peut générer du mérite. C'est impossible. Ce serait comme demander à un pou de pondre un veau. Une médiocratie ne peut générer que de la médiocrité. De la même manière qu'une méritocratie ne peut s'accommoder de la médiocrité.
Algérie, une incompétence systémique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Amin Mennadi, activiste politique qui est avec nous depuis le Canada. Mohamed Amin Bousbia, élu local mairie de Cheraga. Je ferai une plus ample présentation de lui tout à l'heure, puisque c'est la première fois qu'il est avec nous. Alors, nous aurons aussi Paola Rebis qui sera avec nous pour nous parler un peu. Paola Rebis qui sera avec nous pour nous parler un peu de ce qui s'est passé à Beyrouth. Et Jamel Ghessoum, ex-candidat à l'élection législative algérienne à Paris. Mais nous allons d'abord recevoir Paola Rebis. Paola, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de prendre ces causes pour le peuple libanais. En cette douloureuse occasion, la chaîne Ores TV vous présente à tout le peuple libanais ses plus sincères condoléances pour vos compatriotes que vous avez perdus, pour tous ces gens qui ont subi, qui sont blessés, qui sont dispersés un peu partout. C'est une tragédie indicible et nous avons demandé de nous apporter quelques informations sur ce qui s'est passé et sur ce que vivent nos frères libanais. Paola Rebis. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie énormément parce que la souffrance est très, très profonde. Les gens ne savent pas où sont leurs amis. On a toujours des disparus. Comme vous le savez, on a dépassé les 100 morts et nous avons plus de 3000 blessés déclarés dans les hôpitaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été se soigner eux-mêmes vu qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Et on parle de 300 000 personnes désormais sans domicile. Oui, à peu près, on va dire cela, parce que c'est toute une région de Beyrouth qui a été dévastée, sans compter les quartiers populaires, parce qu'il y a toute une zone de quartiers populaires, les habitations sont anciennes, elles ont été comme un château de cartes, mises à terre, comme ça, par le souffle de l'explosion. C'est incroyable. Paola Rebis, à quoi cela est-il dû? Est-ce que, comme le disent les sources officielles, que cela est dû principalement à de l'incompétence, à de la négligence? On aurait stocké des milliers de tonnes de matières très explosives depuis 2013 près du port, une marchandise qui a été refusée à l'exportation et qui se trouvait là depuis 2013. Mais comment peut-on accepter qu'une telle bombe puisse être là au milieu de la population pendant tant d'années sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour l'éviter? Ce qui était incroyable, c'est que personne n'était au courant. Les gens qui sont censés être les garants de notre sécurité dans les douanes et à travers le port de Beyrouth ont eu un seul PV en 2017 à ce propos. Pendant des années, ils ont stocké sous nos vies, sous nos pas, parce que vous savez très bien, le port, c'est l'artère la plus utilisée au Liban. C'est l'artère qui relie le nord au sud, celle qui longe le port. Donc, c'est quelque chose. D'oser faire cela, c'est énorme. Et en fait, ce qui est pire que la négligence, c'est le manque de responsabilité. Vous avez fait un PV, mais suivez votre PV, allez voir le juge. Non, ils ont fait un PV juste pour la forme et on stocke, comme vous dites, 3000 tonnes. C'est pas possible. Normalement, on vend des tonnes, par exemple, quand on a ce genre de marchandises, vous savez comment ils font les douanes, ils les vendent aux enchères. Oui. Quand les marchandises ne peuvent plus être exportées, ils font des ventes aux enchères. S'ils avaient fait ça pendant les 7 dernières années, on s'en serait débarrassé parce que le nitrate, on l'utilise pour les engrais, pour l'agriculture. Oui. Mais je présume, il y a beaucoup de rumeurs qui sont en train de circuler en ce moment à Beyrouth, avec la douleur, avec cette incroyable tragédie. Beaucoup de rumeurs sont en train de circuler dont on ne sait rien de leur fondement, si elles sont avérées, si ce ne sont que des rumeurs. Ni vous ni moi ne pouvons savoir les réalités. Les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des faits aussi. Les faits, c'est que moi qui habite pas loin du port, j'habite à peu près à 800 mètres à vol d'oiseau. C'est en ligne descendante. J'habite sur une petite colline au-dessus du port.
J'ai entendu des avions. Des avions, c'est pas des drones. Il y a une différence. On est habitué, vous savez, nous les Orientaux, on connaît maintenant la différence entre un clashing, un autre truc, un avion, un drone. Il y a une différence de bruit. Et là, c'était vraiment des avions. On les a entendus à 2 reprises, quelques secondes avant les explosions. Donc maintenant, les supputations peuvent aller bon train. Absolument. Donc nous allons attendre le résultat de l'enquête. Mais sinon, comment s'organisent les secours en ce moment? Alors vous connaissez très bien le peuple libanais qui, à part être résilient et solidaire, depuis hier, tous les voisins s'entraident dans tous les quartiers. Aujourd'hui, on a fait une petite cellule de crise, les gens qui sont comme moi, qui ont été dans la révolution depuis le premier jour. On a mis des tentes dans le centre-ville. Et on a lancé un appel à tout le monde, tous ceux qui ont besoin de n'importe quelle aide, qu'ils viennent. Et nous, on leur trouve des volontaires, que ce soit pour reconstruire, pour manger, pour se loger. Il y a des hôtels qui offrent des nuitées gratuites aux familles déplacées. Il y a des restaurants qui envoient des portions alimentaires pour les familles. C'est incroyable. Ben, bravo aux Libanais qui ont tellement souffert et qui n'avaient vraiment pas besoin d'une telle tragédie, surtout en ces temps de crise économique très, très, très intense. En tout cas, Paula, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et je rappelle que l'incompétence tue. Paula, merci encore, en espérant vous revoir dans les jours qui viennent pour que vous nous donniez d'autres informations. Merci beaucoup, Paula. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Amine Mennadi, activiste politique au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation, Amine. Merci pour l'invitation, Jamal. Merci. Alors, un mot sur Beyrouth avant de passer à notre sujet du jour. C'est difficile de trouver les mots dans ce genre d'épreuve et puis dans ce genre de tragédie où il y a tellement de gens qui sont touchés. J'écoutais Paula en parler, c'est quand même quelque chose de particulier. En dehors des morts, paix à leur âme, Rabbi yarhamhum, et des blessés, il y a le choc et le traumatisme psychologique que cela peut avoir sur un peuple qui est en train de se battre non seulement pour sa dignité, pour pouvoir mettre les bonnes personnes au bon poste, mais aussi pour se nourrir, parce qu'il y a une crise économique importante dans ce pays-là depuis un moment. Donc, c'est d'autant plus difficile que c'est une ville que je connais plutôt assez bien. Il peut que pas comme un Libanais, je dirais, mais le peu que j'ai vu de cette ville, c'est une ville comme toutes les autres villes du monde arabo-musulman, en général, comme toutes les autres capitales, où on voit quand même que les infrastructures manquent, qu'il y a des défaillances importantes. Et puis ces défaillances-là, voilà ce qu'elles apportent. Et puis j'espère que ce genre de tragédie ne se répétera pas dans d'autres pays, y compris le nôtre, bien sûr. Mais au Liban, on attend encore les résultats de l'enquête, mais il semble que ce soit dû à l'incompétence, à la négligence, à la gabegie, à la corruption de l'administration, des commis de l'État, et qui démontre que l'incompétence tue vraiment. Et pour en revenir à ce qui nous concerne en Algérie aujourd'hui, donc M. Tebboune a ordonné ou a instruit le Premier ministre de mener des enquêtes, nous dit-on, sur des choses comme les pénuries d'eau, comme si ça ne datait que d'hier. Quelle explication donnez-vous à cette très curieuse démarche? Moi, je ne dirais pas que c'est juste de l'incompétence, mais c'est un cumul. Il y a déjà l'incompétence, et parfois, et souvent d'ailleurs, il y a le cumul de l'incompétence et de la corruption, parce que souvent dans les ports, dans des infrastructures qui peuvent servir de transit pour des marchandises commerciales, il y a beaucoup de corruption. Et je ne serais pas étonné de voir que la corruption aussi a quelque chose à avoir là-dedans. Et éventuellement, peut-être qu'il y avait des armes stockées là-dedans. Pour l'instant, personne ne sait réellement ce qu'il y a eu. Je parle surtout du cas algérien, de la demande d'enquête sur la pénurie d'eau, par exemple.
l'incompétence et la corruption a déjà tué en Algérie. On a eu les inondations de Bab el-Oued, on a eu les inondations dans le sud algérien, ça c'est quasiment à toutes les années. On a eu le tremblement de Boumerdes. Et à ce jour, l'impunité a été la reine dans toutes ces situations-là. Il y a eu bien plus de morts dans le tremblement de Boumerdes ou durant les inondations de Bab el-Oued qui en a eu hier au Liban. Donc, que M. Tebboune aujourd'hui dise on va faire des enquêtes, je pense que M. Tebboune est devenu spécialiste des mauvaises blagues. Parce que de dire qu'il veut faire une enquête sur ce qui s'est passé à l'installation de Foucault, moi je suis originaire de Bouismaïl. On était alimenté de. Je rappelle que Foucault, c'est une usine de dessalement de l'eau de mer. Oui, voilà. donc normalement, cette usine-là, elle était censée traiter l'eau de mer pour nous fournir dans les villes avoisinantes de l'eau potable. J'habitais à Bouismaïl, je suis de la région. Donc cette station-là nous envoyait de l'eau dans nos robinets à raison de 2 fois par jour dans le meilleur des cas. Et normalement, cette eau qui passe de la mer vers nos robinets, elle est censée passer par des filtres et des systèmes à osmose inversée. Je touche un peu au domaine. Oui. Et ce système-là est censé filtrer à un niveau de micron et non pas de millimètres ou de centimètres. Oui. Dans nos robinets à nous, et ça je peux en être témoin, on a reçu des bouts de coquillages de la mer dans nos robinets. Donc de cette station-là. Et alors ça, un matériel qui est censé filtrer au micron et vous recevez des bouts de coquillages. On a reçu des bouts de coquillages. Un ami m'a montré, il a reçu un bébé poisson. C'est-à-dire, cette station-là, elle avait pour vocation de nous fournir de l'eau potable. Elle a fini par nous fournir du poisson et du coquillage chez nous. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Mais ça j'en parle. Moi, j'ai quitté l'Algérie depuis 2015. Donc, la dégradation qui s'en est suivie. Et là, la station, elle était quasiment neuve. Elle venait d'être installée. Donc, la réalité, c'est que M. Tebboune, soit il vit sur une autre planète, soit il essaye de nous faire vivre dans une autre Algérie qui n'est pas la réalité. Parce que faire une enquête maintenant pour dire il y a eu du sabotage, parce qu'on essaie toujours d'aller dans la complotite. Bouteflika a tenu 20 ans en nous faisant croire que tout ce qui n'allait pas, c'était la main de l'étranger ou la main des ennemis de l'Algérie. Mais finalement, l'ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérien lui-même. C'est l'Algérien incompétent, c'est la mauvaise personne au mauvais poste. C'est le fait de ne pas laisser le peuple choisir ceux qui vont le gouverner. Je reviens à vous. Je vais faire un tour de micro. Je reçois Jamel Gessoum, ex-candidat à l'élection législative algérienne. Vous vivez à Paris. Jamel Gessoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Alors voilà, donc nous parlons tout particulièrement de l'incompétence qui se cache derrière ces instructions de mener des enquêtes, de constituer des commissions pour des problèmes dont tous les Algériens connaissent les vraies raisons, notamment par exemple celle de l'eau. Nous allons parler de tous ces points qu'a évoqué Tebboune, mais là par exemple pour le problème de l'eau, tout le monde sait quelles sont les véritables causes. Je vous parlais tout à l'heure d'une déperdition de l'eau potable, que pour la vétusté des canalisations ou des malfaçons fautives, nous perdons 30% de l'eau potable depuis la station jusqu'au robinet. 30%, un tiers de l'eau s'en va en pure perte. Alors, permettez-moi tout d'abord d'adresser toutes mes condoléances au peuple libanais que je connais très bien. Je m'intéresse au Liban depuis des années. J'avais été reçu par Émile Lahoud, qui est l'ancien président de la République libanaise, en 2015, et nous avions discuté justement de l'état de la République libanaise sur différents aspects politiques, sociaux et économiques. Donc, j'adresse toutes mes condoléances au peuple libanais. Le thème de l'émission, c'est Algérie, incompétence systémique ou systématique. Alors, non, systémique. Oui, non, mais systémique ou systématique, justement, on peut jouer sur les deux mots. Alors, permettez-moi, Monsieur Benchelouf, de vous dire que de votre prétoire, votre plaidoirie me semble personnellement sélective, partielle et partiale, parce que c'est très très fin, je trouve, d'essentialiser le thème de votre émission autour de la question de l'eau,
un problème que nous rencontrons depuis près de 50 ans. Je sais qu'à El Oued-Souf, de la ville où je suis originaire, il y avait effectivement des citernes de Ma'at, donc la ville d'Arat. Donc c'est très fin d'essentialiser autour de cette question et en même temps de se positionner dans l'injonction paradoxale. Et je m'en explique. Si M. Tebboune, et je ne défends pas M. Tebboune, je défends juste le côté pragmatique qui est le mien. S'il n'avait rien fait ou n'avait rien dit, vous auriez dit eh ben, il ne fait rien et il ne dit rien. Et s'il dit ou il fait bien ou mal, vous trouverez à redire. La question que je me pose, puisque le mot de complotisme a été utilisé, c'est est-ce que le complotisme se situe des deux côtés de la frontière, c'est-à-dire de l'État algérien, parce que, comme le disait votre interlocuteur, effectivement, et je suis tout à fait d'accord, la question de la main étrangère était très facile pour tous les États, enfin l'État algérien depuis plus de 20 ans, pour cacher ses propres lacunes. C'est peut-être le cas aussi pour M. Tebboune, c'est peut-être même une évidence. Mais essentialiser autour de la question de l'eau, pour mettre en péril aussi d'autres questions qui sont essentielles. Les incendies de forêt, vous allez me dire peut-être, M. Benchenouf, qu'il n'y a que l'Algérie qui n'est pas prête dans le monde à affronter les incendies de forêt. Or, on sait que tous les pays du monde et les plus grands pays du monde, tels que les États-Unis, sont frappés par ce phénomène sans pour autant être prêts, même s'ils ont mis des milliards de dollars sur la table. Donc, moi, je trouve votre plaidoirie, et j'utilise bien le mot plaidoirie, de sélective. À la limite, qualifiez-la de réquisitoire. Ah non, mais complètement. Limite, alors, réquisitoire, réquisitoire, alors vous passez de l'avocat au procureur. Parce que moi, faire une plaidoirie en faveur du régime, je me vois mal dans... Mais ça ne fait rien. Vous exprimez votre avis de toutes les façons, Jamal Ghassoum. Et je vous remercie de me permettre de le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plaisir à participer à vos émissions, même si, comme le disait une personne il y a très longtemps, nous sommes mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Mais c'est aussi le charme de l'échange que nous trouvons. Eh ben, c'est très bien. Alors, j'accueille à présent Mohamed Amin Bousbia, élu local de la mairie de Chiraga, élu local d'opposition, membre du groupe Silmiya et membre du bureau de lutte contre le Covid ou la Covid-19. Amin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et avec Saha. Merci à vous de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter Saha Eid, parce que je n'ai pas eu l'occasion, et souhaiter Saha Eid tous les téléspectateurs. Et un prompt rétablissement à tous les malades, et surtout exprimer ma solidarité avec le peuple libanais, nos frères du Liban qui en ce jour de deuil récoltent aussi les fruits de l'incompétence, comme un peu partout dans le monde arabe malheureusement. Oui, donc voilà. Alors, sur le sujet donc de cette injonction de M. Tebboune au Premier ministre de diligenter des enquêtes sur des sujets comme la pénurie d'eau, on va essayer d'en parler problème après problème. D'abord, nous sommes dans la pénurie d'eau, dont tout le monde sait que c'est un problème récurrent, au point où maintenant ce n'est quasiment plus un problème dans l'imaginaire des Algériens. Ils s'y sont faits, ils se débrouillent, ils remplissent leurs baignoires, leurs jerrycans, les citernes. Alors, on nous demande donc de faire une enquête sur ça. Amin. Alors, moi, je suis vraiment étonné par l'ouverture de l'enquête. Et contrairement à mon ami Jamal, je trouve que ce n'est pas inquisitoire de trouver bizarre l'ouverture de l'enquête. Et non pas de cristalliser le problème sur l'eau. Je suis d'accord avec lui qu'il n'y a pas que le problème de l'eau et que les incendies sont aussi importants. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais le fait de dire on ouvre une enquête pour la problématique de l'eau, c'est quand même extraordinaire parce que j'ai sous les yeux un article de Algérie 360 que j'ai trouvé comme ça, des robinets à sec à travers le pays durant l'Eid al-Adha. Les Algériens entre colère et indignation, daté de 2017. Donc voilà. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas nouveau. Voilà, je considère qu'un président qui arrive, qu'une personne qui se présente à la présidence doit avoir fait un audit, doit avoir des conseillers, des gens qui ont analysé la situation, qui ont trouvé des solutions dans un programme, présentées dans un programme, pour pallier à ces problématiques-là. Je suppose qu'on va me dire qu'en 6 mois, on ne peut pas tout changer, mais on peut quand même adapter les choses. On sait très bien que chaque année,
c'est un problème récurrent. On peut s'organiser, on peut même créer au niveau local une solidarité, même si l'Algérienne des eaux n'arrive pas à faire la distribution comme il faut. On peut s'organiser, les mairies peuvent prendre en charge les citernes, les distribuer gratuitement, faire un travail de sensibilisation, faire un travail de proximité. Donc l'enquête en elle-même ne sert à rien. Mais d'où vient le problème de l'eau en fait? Pourquoi l'Algérie, depuis toujours, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, pourquoi l'Algérie a toujours eu un problème d'eau? Est-ce parce que c'est la conformation géographique, c'est un pays où il y a peu de pluviométrie? Est-ce parce qu'il y a une très forte déperdition des eaux depuis leur station jusqu'au robinet? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion? Est-ce que c'est parce qu'il y a une surconsommation? Alors, pour moi, ça répond, la réponse, elle est déjà dans la question parce que c'est un problème parmi tant d'autres. Pourquoi l'Algérie a des problèmes dans son secteur sanitaire? Pourquoi l'Algérie a des problèmes de transport anarchique du public? Pourquoi l'Algérie a des problèmes de non-concurrence, non-ouverture à la concurrence des transports aériens? Pourquoi l'Algérie a tant de problèmes? Tout ça est lié à l'incompétence. On peut faire les enquêtes qu'on veut si on ne fait pas une démarche où on essaye de trouver des solutions, d'adapter les choses, déjà d'accepter le fait que ça a été mal fait, que le fait d'une certaine, comment dire, l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Parce que le problème en Algérie, c'est qu'on se glorifie d'avoir le meilleur système sanitaire, le meilleur ceci, le meilleur cela. Acceptons déjà nos défauts, analysons-les et essayons de trouver des solutions. Et c'est là le problème, c'est l'audit avant le problème. Parce que le problème, ils sont existants, ils resteront existants. Donc on doit d'abord comprendre ce qu'il y a et essayer de trouver des solutions et non pas dire toujours faire des enquêtes après coup sur des choses qui sont récurrentes. Ça ne sert strictement à rien. Alors, Amine Mennadi, d'abord sur le sujet de l'eau, puis je vous poserai une question toute simple. Pourquoi la corruption est-elle systémique dans notre pays? Ça veut dire pourquoi procède-t-elle de la nature même du régime? Est-ce parce que c'est une médiocratie? Est-ce parce qu'elle ne peut pas générer le mérite, la compétence? Mais sinon, d'abord sur le problème de l'eau, à votre avis, à quoi cette pénurie récurrente, quasiment permanente, particulièrement à l'intérieur du pays, est-elle aussi prégnante? Pourquoi le régime n'arrive-t-il pas à régler ce problème, cette crise? En fait, je pense que l'époque Bouteflika, c'est une époque particulière aussi, parce que c'est une époque où, en dehors de l'accélération de la logique médiocratique, si je peux utiliser ce terme, où c'était on nommait les personnes sur deux critères. Le premier critère, c'était la loyauté au président ou à un cercle ou à un clan particulier. Et le deuxième critère, c'était de pouvoir avoir la capacité de faire prospérer les affaires de ce clan-là ou de certaines personnes autour de ce clan. Donc, si on va parler juste du secteur de l'eau, bon, ce que disait mon ami Amine Bouspéa, oui, c'est une réalité. On ne peut pas parler juste de l'eau. C'est un tout. L'échec du système, c'est un échec généralisé parce que, justement, la gangrène est généralisée, parce que la médiocrité des personnes en charge est généralisée. Ça ne veut pas dire que si on tient debout aujourd'hui, c'est qu'il y a des cadres moyens dans différents secteurs qui font tant bien que mal le travail de pompier pour essayer de tenir l'édifice encore debout. Sinon, l'État serait effondré. Alhamdoulilah, il y a ces gens-là. Et les élus locaux. Je parle de différents oui, cadres. Il y a des élus locaux, mais je parle aussi dans certaines directions, dans certains ministères, il y a des personnes, des cadres intègres et compétents. Et de moins en moins, malheureusement, c'est un constat qu'on doit faire, mais ces gens sont encore là. La problématique actuelle, et puis votre invité le disait tout à l'heure, c'est que si Tebboune fait quelque chose de bien, on ne va pas le dire. S'il fait quelque chose de mal, on va aller dessus. Oui, il y a peut-être des œillères dans certaines situations qui sont mises par certains opposants. Mais il y a aussi une réalité, c'est que M. Tebboune, qu'il soit légitime ou qu'il ne le soit pas, aujourd'hui, il est président de la République. La moindre des choses, ça serait que
ce monsieur qui dit que c'est l'Algérie nouvelle, ce qu'il appelle Jazair Jadida, c'est qu'elle elle est en train de renaître, c'est comme ça qu'il l'a dessiné au début, elle est en train de renaître des centres qu'a laissé Bouteflika. Or, depuis qu'il est à la tête du pays, ce monsieur est en train de nous dire que tout est bon, tous les systèmes sont bons, qu'il y a juste des magouilles qui font que les choses ne marchent pas correctement. Mais le système de santé, c'est le meilleur au monde. Le système de justice, il est très bon. Le système éducatif est bon, avec quelques corrections. Donc finalement, si tout est bon, si tout a été bien fait avant cette Algérie nouvelle, pourquoi on a dégagé Bouteflika? Donc finalement, ce monsieur est là pour nous convaincre que finalement, Bouteflika, il a eu une belle époque où il nous a laissé, tout était correct. C'est-à-dire, si on croit Tebboune sur parole, quoique, ça c'est si on croit Tebboune. Et puis, se limiter à l'eau, oui, on ne devrait pas se limiter à l'eau. Je suis d'accord avec votre invité, mais s'il veut défendre Tebboune, vaut mieux se limiter à l'eau et se dire que c'est elle, quand il était à la tête de ce secteur, il a fait des bêtises. Mais si on ne se limite pas à l'eau, on va parler de l'habitat, où M. Tebboune a régné en maître pendant des années et des années, et où il a distribué des logements aux journalistes qui aujourd'hui sont devenus ses porte-parole officiels ou non officiels. Donc, si on va parler d'autres secteurs, on va parler de l'éducation, on va parler de la justice. On va y arriver, mais sinon, pour revenir à la question que je voulais vous poser, pourquoi la corruption est-elle systémique dans ce pays? Pourquoi ce système, cette médiocratie, pour d'autres cette mafiocratie, ne peut-elle pas générer de mérite? Comme vous venez de le dire, il y a encore des cadres compétents et des élus compétents, mais qui sont là de moins en moins. C'est comme si ce régime les phagocytait, c'est comme s'il les dévorait, qu'il les éliminait parce qu'ils ne correspondent pas à ses propres vertus, j'allais dire, à sa propre échelle des valeurs. Pourquoi ce système est-il un système systémiquement corrompu? Un système corrompu et un système incompétent. Oui. Il y a l'incompétence. Le problème, c'est que, en général, d'expérience, une personne incompétente, plutôt une personne compétente, c'est une personne qui a certaines valeurs et ne se laisse pas embarquer dans n'importe quelle aventure où il y aurait des retombées sur d'autres personnes. Parce que c'est l'incompétence qui va permettre aux gens, justement, d'accepter certains compromis qui peuvent être dangereux pour leur pays ou pour leurs semblables. Aujourd'hui, la réalité, c'est que déjà, humainement, c'est comme ça, l'incompétent est fait de cette façon. Il défend son intérêt personnel. Parce qu'un incompétent, pour qu'on sache qu'il est incompétent, il faudrait qu'il soit à un poste où on va voir qu'il est incompétent. Et pour qu'il soit à ce poste-là, il faut qu'il l'accepte. Et pour qu'il accepte un poste où il sait qu'il n'a pas la compétence pour, il faut qu'en plus de son incompétence, que s'il n'est pas corrompu, au minimum, c'est quelqu'un qui a peu de scrupules. Donc aujourd'hui, dans le meilleur des cas, c'est des incompétents. Dans le pire des cas, c'est des incompétents corrompus. Mais justement, c'est un cumul ensuite parce que ce système a institué cette logique de sélection sur la base de la loyauté envers un groupe de personnes, ou bien par rapport à justement cette incompétence qui leur permet aussi, parce que c'est des individus qui vont devenir malléables pour avoir certains projets. Ces projets-là, c'est des projets à des milliards de dollars. L'installation de Foucault, si on va parler juste de l'eau, l'installation de Foucault a coûté beaucoup, beaucoup d'argent à la caisse algérienne. Et puis, ici au Canada, parce qu'elle a été réalisée par SNC-Lavalin, il y a eu un gros scandale et l'affaire est encore en justice pour des pots de vin. La justice algérienne n'a toujours pas bougé là-dessus. La fameuse affaire BRC et tous ces dossiers connexes. C'est SNC-Lavalin, ici au Canada, c'est arrivé, ça a même éclaboussé le Premier ministre il y a quelques mois, le Premier ministre fédéral, le Premier ministre du Canada, qui avait essayé un petit peu de tempérer un petit peu les ardeurs de la justice, indirectement, ou plutôt de son ministre, même pas de la justice, il ne serait pas permis de le faire avec la justice. Et puis il l'a payé cher, il a perdu énormément de popularité par rapport à ça. Et la ministre, elle a quitté ses fonctions. Et restez avec nous. Il n'y a rien eu. Je reviens à vous. Jamel Gessoum, est-ce que vous pensez que le système algérien est un système systémiquement corrompu, que même si vous y injectez des gens corrompus,
ils ne pourront rien y faire puisque c'est tout le système qui marche de travers, que c'est impossible d'y injecter des gens intègres, que c'est impossible d'y injecter des gens compétents parce que leurs valeurs premières s'y dissoudraient ou alors eux-mêmes deviendraient gênants pour ce système. Est-ce que vous croyez que le système algérien est systémiquement corrompu, systémiquement incompétent? Cette petite virée, je trouve que vous avez une certaine ressemblance à Anne Sinclair de l'émission 7 sur 7 qu'il y avait en France, où c'était récurrent, vous pensez que, vous pensez que. Alors peut-être que je pense autre chose que les deux. Oui, mais je pose la question et libre à vous de dire le contraire. Je ne suis pas en train de vous influencer. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve une ressemblance assez charmante d'ailleurs par rapport à Anne Sinclair. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, la corruption, d'ailleurs, j'ai l'impression, quand vous parlez, vous, au sens impersonnel, vous parlez de l'Algérie, on a l'impression que l'Algérie est le seul pays de la planète, comme s'il n'y avait pas d'autres pays sur lesquels on pourrait comparer, etc. Oui, il y a une corruption incroyable. Oui, il y a eu une mafiocratie très, très importante qui, d'ailleurs, grâce au Hirak, nous a permis d'avancer. Ça n'avait pas avancé à l'arrière, comme la première émission à laquelle j'avais participé. Mais j'ai quand même l'impression que vous demandez à un bébé qui vient net de courir, c'est-à-dire que votre invité précédent, qui disait d'ailleurs, avec une petite pointe d'erreur, que si je devais défendre Tebboune, donc je n'ai pas à défendre ni l'un ni l'autre, mais on devrait parler de l'habitat. Oui, bien sûr qu'il a été ministre de l'habitat. Donc la question de savoir s'il y avait eu une enquête uniquement sur l'eau, là, ça serait dérisoire. Là, ça serait une véritable plaisanterie. Or, ça concerne beaucoup de choses. Pour revenir à votre question, M. Benchenouf, collègue d'Anne Sinclair, je dirais que la corruption est intrinsèque à l'Algérie. Et que M. Tebboune, qui vient d'arriver, même s'il a fait partie du système, ça, je pense que personne ne peut le remettre en question. Ce serait à dire que dans une famille, tout le monde serait bien ou tout le monde ne serait pas bien. Or, vous avez même dans une propre fratrie des gens qui sont complètement différents, alors qu'ils viennent du même père et de la même mère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je réponds par l'affirmative. La corruption est intrinsèque. Vous savez, lorsque vous allez à l'aéroport d'Alger ou dans tous les aéroports, c'est frappant. C'est très dérisoire ce que je vais vous dire. Mais quand on voit par exemple un douanier attendre quelqu'un et le prendre par le bras et marcher et passer la frontière, par exemple, ça, c'est très symptomatique de la maladie où les gens sont capables maintenant, enfin depuis des années, de faire devant tout le monde ce qui serait impensable dans une démocratie où il y aurait peu ou prou moins de corruption. Donc oui, la corruption, c'est quelque chose qui nous mine depuis des décennies. Ne demandez pas à un bébé qui vient de naître et de faire un sprint de 120 mètres. Ça n'existe pas. Donc il faut être réaliste, il faut être mesuré aussi dans l'analyse. M. Tebboune vient d'arriver, je ne le défends pas, mais juger quelqu'un avant que le jugement du peuple ne soit fait, et un de vos invités disait que, et il a raison, qu'il est président de la République, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. Donc, attendons au moins un mandat pour le juger sur des choses factuelles et non pas sur des éléments, en tout cas préétablis ou préconçus. Je ne défends pas M. Tebboune, je dis simplement que il a fait partie. Vous n'avez pas besoin de vous justifier à chaque fois que vous ne défendez pas Tebboune. On le sait très bien que vous ne défendez pas Tebboune, ça s'entend. Je prépare, non, M. Benchedouf, je prépare le contre-argumentaire et ce que vous pouvez éventuellement penser que je défends. Non, je le répète, oui, je le répète sans me justifier, parce que je n'ai à me justifier devant personne, que je ne défends personne. Je défends un principe, une réelle politique, une analyse pragmatique et objective qui peut me déplaire à moi-même, mais je suis quelqu'un de pragmatique, donc laissons le temps au temps. Alors, Mohamed Amin Bousbia, sur ce sujet de... Est-ce que le régime algérien est systémiquement, je ne dis pas systématiquement, je dis systémiquement, c'est-à-dire que ça fait partie de sa nature inhérente, corrompu, incompétent, inapte, incapable, ou est-ce que ce ne sont que les hommes de ce système qui font que leur système est corrompu, que s'ils s'en allaient, ces quelques-uns, si on arrivait à les faire partir, tout irait bien de nouveau? Alors, moi, je ne dirais pas que inapte, incapable,
systémiquement incompétent et systémiquement corrompu, oui. C'est-à-dire que le système engendre la corruption et engendre l'incompétence. Premièrement, parce que la classe politique qui est gouvernante aujourd'hui, elle est issue d'un même paradigme, de mêmes écoles, de mêmes centres de formation. Ils sont formés de la même manière, ils ont les mêmes modes de réflexion, ils travaillent selon un procédé préétabli et donc ils sont dans le refus de la remise en cause. Ils sont dans le refus de l'autocritique. Donc, ils ne peuvent pas actuellement évoluer vers un autre système. C'est pour ça que c'est systémique, parce que c'est engendré directement. Maintenant, ce n'est pas systématique pour dire, parce qu'on peut injecter des intervenants extérieurs à ce système-là, et cela par la participation massive des citoyens dans la dénonciation de tout ce qui est corruption, de tout ce qui est incompétence, de tout ce qui est constaté et observé sur le terrain. Et par l'implication du citoyen, que ce soit localement, que ce soit dans le refus de certaines choses de l'ordre établi, c'est déjà fait dans le cadre du Hirak. Il faudrait que ça soit fait dans le cadre des institutions. C'est-à-dire que chaque personne qui est compétente ou qui est non corrompue et qui voudrait changer les choses, elle doit le faire et elle doit le dénoncer dans le cadre des lois qui existent. Il ne faut plus laisser faire ces gens-là parce qu'ils sont les tenants du pouvoir. Il faut vraiment être en accord avec ces contestations, le faire dans le Hirak, dans la rue, mais aussi au sein des institutions régaliennes de l'État. Maintenant, pour répondre à un argument qui a été donné, on comparerait l'Algérie non pas en tant que pays seul, mais en comparant un peu dans son environnement mondial. Oui, on peut la comparer. On comparera directement, par exemple, et ça, nonobstant du fait que ça fait seulement peut-être 7-8 mois que ce gouvernement est en place et que ce président est en place, nous voyons par exemple toutes les courbes pandémiques du Covid-19, de la Covid-19, partout dans le monde suivre une même courbe. Et en Algérie, on nous sort des chiffres tous les jours qu'on ne peut pas expliquer et qui suivent une courbe complètement déconnectée de ce qu'on voit dans le monde. Donc en comparant dans le reste du monde, on voit quand même que l'Algérie reste un peu à part, même dans sa communication, dans sa gestion. Maintenant, il faut croire aussi qu'un bébé qui vient de naître, pour quelqu'un qui a fréquenté le pouvoir depuis une peu ou prou trentaine d'années, c'est quand même gros. C'est quelqu'un qui est là depuis, qui a été ministre, qui a été chef d'AERA, qui a été wali, qui connaît très bien le système, qui connaît très bien les rouages du système, il ne le découvre pas. Et donc, je continue à dire que c'est des enquêtes, dire qu'ils sont dans la méconnaissance de cette corruption, de ces habitudes de gestion, c'est un peu limite, parce que ces gens-là sont les tenants du pouvoir depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on a peut-être enlevé Bouteflika, d'accord, on a peut-être enlevé un peu de personnes, 100, 200, mais la classe politique, ce n'est pas 100, 200 personnes. Les administrateurs dans les administrations du pays, ce n'est pas 100, 200 personnes. La méthodologie de travail n'a pas été changée, les formations n'ont pas été changées, donc rien n'a changé. Je m'excuse. Est-ce que c'est pour ça que les Algériens dans le Hirak disent Tarhlo Ga, parce que dans leur intelligence collective, les Algériens ont compris que ce régime ne peut pas s'amender, que ce n'est pas en changeant quelques individus qu'on pourrait le changer. La meilleure manière, c'est d'éradiquer tout le système pour le remplacer par un autre. Moi, pour ma part, je n'éradiquerai pas tout le monde. C'est mon avis personnel. Je n'enlèverai pas tout le monde. Le système, pas les gens. Le système. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais y venir. Le système en lui-même, il faudrait, comme vous avez dit, raser tout, mais construire de vraies institutions régaliennes qui respectent les lois qu'elle édicte, parce que le problème, c'est que ce système édicte des lois qu'il ne respecte pas lui-même. Et c'est là le problème. On le voit tous les jours dans les procès de nos amis qui sont en prison, on le voit tous les jours
dans les administrations. Vous y allez, moi je travaille, moi je suis élu local. Je vous assure que la dernière réunion de l'Assemblée populaire communale de ma commune, je n'ai pas reçu d'invitation parce que je suis d'opposition, parce que je vais dénoncer. Donc, ce qui est interdit par le code communal. Mais malheureusement, c'est ce genre de transgression qui est faite tous les jours. Donc, en réalité, il faudrait éradiquer ce système, mais laisser la possibilité aux personnes, si elles ont le pouvoir de convaincre à l'avenir, de revenir. Ce n'est pas un problème de personne, c'est vraiment un problème de formation, de gestion, d'habitude, de gouvernance qu'il faut changer. Et c'est ça ce qui est primordial pour avoir un vrai changement. Et restez avec nous. Alors, Amine, d'abord, Adel vous a envoyé une photo que nous allons voir tous ensemble du port de Beyrouth et du port d'Alger que nous allons voir. Nous allons d'abord montrer la photo, ensuite, voilà, nous voyons le port d'Alger et le port de Beyrouth qui vient d'être frappé par cette terrible tragédie. Et la question que je voulais vous parler, que vous ne trouvez pas une sorte de similitude, de ressemblance? C'est comme si on sentait la gabegie, l'anarchie, l'incompétence, l'anarchie surtout. Que vous inspirent ces deux photos? Les réseaux sociaux, vous parliez tout à l'heure de l'intelligence collective. Et c'est quelque chose de très important parce que cette révolution douce qui est en train de mener le peuple algérien depuis le 22 février 2019, et puis qui avait commencé par un cumul d'autres dynamiques citoyennes, nous ramène justement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux et qui ont joué un rôle primordial. Cette comparaison qu'on voit, parce que cette photo a beaucoup circulé depuis hier, où on voit le port d'Alger, une vue aérienne ou une vue de hauteur sur le port d'Alger et une vue du port dévasté ou de la zone portuaire en général de Beyrouth. Et puis on voit comme si Alger était aussi une ville sinistrée alors qu'il n'y a pas eu d'explosion. Malheureusement. D'ailleurs, la légende, c'est sans explosion. Sans explosion. Voilà, la légende de la photo. C'est quotidienne d'Alger. Ouais. Bref. Mais l'évolution de la ville d'Alger est similaire à l'évolution de l'ensemble de l'Algérie, où déjà dès le départ, le système avait ses défaillances, mais sur les 20 dernières années, c'était un cumul d'erreurs de gestion, de corruption et d'incompétence, un cocktail explosif qui nous donne... À vos souhaits. Merci, j'espère que ce n'est pas la Covid. Ce qu'il y a, c'est que cette photo, ce n'est pas la première. On voyait des photos, là, il y a quelques semaines, je voyais une photo de Dergana, dans la banlieue d'Alger. Et à côté d'elle, il y avait une photo d'une ville qui venait de subir les bombardements. C'était, je pense Ain al-Arab ou Kobané. C'était dans le nord de la Syrie. Je pense que c'était en 2016 ou 2015 où il y avait eu les grands bombardements là-bas, où il y avait eu une grande bataille. C'est une ville qui était en ruine. Et il faisait la parallèle en disant il n'y a pas eu de guerre ici, à Dergana. Mais l'image était tout aussi catastrophique. Le malheur, c'est qu'on s'est habitué à cela. Ceci m'amène à ce que disait votre invité tout à l'heure. Et puis, je tiens à vous remercier aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on a un avis vraiment différent où on peut débattre. Et c'est très apprécié. D'ailleurs, je trouve l'émission bien mieux que celle d'Anne Sinclair parce que le débat est d'un meilleur niveau. J'espère qu'on ne va pas me surnommer Anne Sinclair. Parce que ma femme ne serait pas contente. La différence capillaire, elle est déjà là. Et puis, il y a des SK qui étaient dans les parages avec Anne Sinclair. Je ne l'espère pas pour vous. Le problème actuel, c'est que oui, Tebboune a hérité d'une situation. On est d'accord, ça, personne ne peut le nier. Il a hérité d'une situation. Mais Tebboune, cette situation, il a contribué à la créer. Il était présent, il était là. C'est une situation qui n'a pas existé. Tebboune, c'est comme Gaïd Salah. Il n'était pas, Gaïd Salah, il n'était pas à la tête des scouts algériens. Il était à la tête de l'armée. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Tebboune, il était dans le gouvernement.
il ne pouvait pas ne pas savoir. Donc, s'il n'a pas participé, il le savait. Or, lui, en plus de nous faire croire qu'il ne le savait pas, comme si qu'il était amnésique, il est en train de justifier et de dire que tout est bon, il y a juste des tentatives de déstabilisation. Votre invité et les gens qui soutiennent Tebboune, il faut qu'ils arrêtent d'essayer de se justifier pourquoi ils le soutiennent. Vous avez le droit de le soutenir. Mais on a vous avez le droit de le soutenir, mais nous, on a la responsabilité de critiquer. Ce qui est arrivé au Liban, si les gens étaient autorisés à critiquer leurs dirigeants, si les gens avaient choisi leurs dirigeants d'une manière démocratique et transparente, il n'y aurait si pas eu la ça. presse était libre, réellement, si les institutions étaient réellement des institutions. Mais justement, ça va m'amener à ne pas être d'accord un petit peu aussi avec votre deuxième invité, où on parle du Hirak comme si c'était la perfection. Le Hirak n'est pas une utopie. Le Hirak, il est à l'image de la société algérienne. Même si le régime, il est à son image à lui, et il a quand même réussi à diffuser un peu son image dans la société. Mais ce qui reflète réellement la société algérienne, c'est ce qu'on appelle le Hirak, c'est cette révolution. Mais le Hirak n'est pas parfait non plus. Les gens qui sont dans le Hirak ne sont pas parfaits non plus. Il faut faire attention à autre chose. Ce qui est arrivé aujourd'hui au Liban, c'est pas juste un problème de démocratie biaisée, mais c'est aussi parce qu'il y a une polarisation dans la société libanaise. Une polarisation ethnique, une polarisation idéologique et religieuse. Et religieuse. Donc c'est un problème important au Liban qu'on est censé aujourd'hui, nous les Algériens, prendre en considération, et en particulier les gens qui sont... que si on va aller dans une polarisation... C'est peut-être pour ça, Amine, que le régime fait tout pour susciter des divisions au sein du Hirak, islamistes contre laïcs, Chaouia contre Kabyle, Arabes contre... C'est peut-être pour ça, cette notion de polariser la société pour l'éclater encore mieux. L'objectif, je ne le sais pas si c'est juste de la diversion pour gagner du temps, parce que l'impression que nous donne le système, c'est à chaque fois de vouloir gagner du temps. Mais en même temps, on ne va pas tout mettre sur le dos du régime. Il y a nos défaillances à nous aussi. Le régime a réussi quand même via la société, via le système éducatif, via les médias, via différents leviers, différents supports, il a réussi à faire en sorte que l'Algérien, de créer déjà de la complotite dans l'esprit algérien, de la susceptibilité envers l'autre et le rejet des différences. Il faut l'admettre qu'on a un problème de rejet des différences. On a eu l'euphorie du début du Hirak. Aujourd'hui, on doit revenir à la réalité et on doit travailler dans le fond ces questions-là, cette question de l'acceptation de l'autre. Et restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Jamel Ghissoum, si je vous disais, moi qui parle de corruption systémique et d'incompétence systémique, si, comme ça, dans le système algérien, on allait injecter, par exemple, un magistrat. Un magistrat, par exemple, à Sidi Mohamed, le tribunal par excellence. Et qu'on injecte un magistrat très compétent, très intègre, et qui refuse de recevoir des injonctions par téléphone, et qui refuse de recevoir des pots de vin. Et dans la même daïra, on injecte un chef de daïra intègre, qui refuse des injonctions téléphoniques qui ne sont pas dans le cadre de la loi. Est-ce que vous pensez que le système les rejetterait ou est-ce que le système les accepterait, les intégrerait? Permettez-moi en quelques secondes pour vous dire à quel point personnellement je suis choqué que vous superposiez deux images, une de Beyrouth et une d'Alger, et en utilisant le malheur des Libanais afin de parler de l'Algérie et de ses problèmes. Je trouve cela particulièrement indécent et je tenais à vous le dire. Sur votre question... vous permettrez d'abord de vous répondre. Non, je ne peux pas ne pas vous répondre. Non, attendez. Laissez-moi terminer, monsieur. Non, et après je vous laisse terminer. Parce que vous avez... Non, écoutez, Jamel Ghissoum, cette photo, on l'a prise des réseaux. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir vous exprimer. Jamel Ghissoum, vous refusez que je réponde? Vous avez lancé une grave accusation. Jamel Ghissoum. C'est ce que je viens de dire. Jamel Ghissoum, s'il vous plaît, est-ce que je peux m'exprimer?
Nous sommes en train de perdre du temps. C'est votre plateau, monsieur. Non, je m'exprime d'abord. Vous me laissez terminer. Non, je ne vous laisse pas terminer, je dois vous répondre. Jamel Ghissoum. Jamel Ghissoum, cette photo, nous l'avons prise dans les réseaux sociaux où elle est en train de faire un buzz énormissime. Énormissime. Et bon, allez-y, parce que... Allez-y, exprimez-vous. Par toutes les parties, du Hezbollah à Émile Lahoud, à tous les ministres, et j'ai vu déjà la misère en 2015 au Liban, que vous utilisiez ces deux images, pour moi, je vous le dis, c'est indécent. Et que votre invité le commente en plus, je trouve que cela est indécent. Il faut le laisser Beyrouth de côté. Commentez-le à votre manière, au lieu d'accuser les gens d'être indécents. Parlons des problèmes de corruption systémique. Parlons de M. Tebboune qui était ministre de l'Habitat et qui ne pouvait pas ignorer les problèmes d'eau. Donc, lancer une enquête sur cela, je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Mais n'utilisons pas la misère des gens, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Sur la question de la corruption. La question de la corruption, vous savez, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Nous avons aussi, nous, Algériens, à faire un travail d'éducation auprès du peuple algérien et de ses enfants. Et là, c'est tout. Et c'est mon domaine depuis 30 ans. L'éducation, c'est mon domaine. Et il y a aussi ce travail à faire. Essentialiser autour, et je reviens aussi à votre question, essentialiser autour de quelques noms, que ce soit Tebboune ou un autre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème de la corruption en Algérie, il est intrinsèque. Et donc, c'est une chimiothérapie qu'il faut faire. Donc, juste viser quelques personnes, que ce soit Tebboune ou autre, n'a pas de sens réel. Maintenant, il y a une éducation à faire en Algérie. C'est aussi valable, non pas simplement pour la corruption, mais c'est aussi valable pour ce que disait votre invité, M. Bouzbia, sur la question du Covid, etc., où des gens se faisaient des mariages, enfin, ne prenaient pas conscience. Donc, il y a toute une éducation à faire sur ne pas accepter la corruption, parce qu'il faut être deux pour qu'il y ait corruption. Il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Si, au moins, le peuple algérien, on commence peu à peu, mais ça se verra dans 30, 40, 50 ans. Ça fait 30 ans que je travaille en maison d'arrêt, dans la prévention du terrorisme, parce que c'est mon métier de base. Ben, écoutez, ça demande du temps. Mais on ne peut pas essentialiser autour de quelques questions, autour de quelques prête-noms, pour dire, voilà, c'est le régime. Au sujet de la question que je vous ai posée, Jamel Ghissoum, la question. Sinon, on injectait un magistrat intègre à Sidi Mohamed. Qu'on lui confie des dossiers sérieux, par exemple de juger Tabou, de juger les détenus politiques que le régime rafle dans les Hirak. Est-ce que ce juge pourrait tenir? Est-ce qu'il ne serait pas rejeté par le régime? J'aime la politique fiction parce que c'est une analyse scientifique. La science, c'est aussi imaginer des solutions innovantes ou des situations différentes. Alors Karim Tabou, en plus, qui est un ami et que j'ai soutenu corps et âme pour qu'il soit libéré. Donc là, pour le coup, on est bien tombé. Je ne saurais répondre à votre question. Vous savez, je n'invente pas des réponses. Quand je sais, je dis. Et quand je ne sais pas, je dis Allahu Rasuluhu A'lam. Donc je ne sais pas si effectivement un magistrat d'un certain gabarit et honnête était injecté au tribunal de Sidi Mohamed, parce que évidemment, c'est vrai que ce tribunal, tout le monde dans le monde a entendu parler de ce tribunal, alors que très peu ont été en Algérie. Je ne saurais pas répondre à votre question. J'espère, très sincèrement, que oui, que dans cette dynamique, j'espère nouvelle. M. Bouzbia avait parlé tout à l'heure de Algérie nouvelle, mais pas dans le sens évidemment que ce n'est pas moi, c'est Tebboune. C'est Tebboune qui parle d'Algérie nouvelle. Non. Votre invité, je l'ai noté. J'ai une méthode de travail. Très bien. Alors restez avec nous, M. Ghissoum, sauf que je trouve vraiment indécent de votre part d'utiliser de ce mot indécent de notre part, de mettre, de superposer les images d'Alger et de Beyrouth, parce que nous, j'assume mes propos. Nous les avons superposés parce que nous avons beaucoup d'amitié, nous avons beaucoup de liens avec le Liban que nous aimons. Mais la finalité, et laissez-moi finir, s'il vous plaît. Alors si je ne peux même pas vous répondre, ça va poser problème là. Alors, donc... nous sommes algériens, nous avons le sang chaud. D'accord, très bien. Alors, ce n'est pas indécent du tout. Nous voulions montrer Alger dans sa véritable, j'allais dire, tragédie. Toute l'Algérie est en train de vivre une véritable tragédie parce qu'elle est sous la coupe d'une mafiocratie qui l'a littéralement dévastée, saccagée, vidée, y compris de ses propres valeurs, ses valeurs ancestrales,
les piller, saccager, perpétrer des carnages contre sa population. Donc je trouve tout à fait indécent de votre part de nous en faire la remarque. Mais ce n'est pas grave, nous sommes en démocratie. Pardonnez-moi. Mohamed Amin Bousbia. Je suis tenté de vous poser la même question. Si on injectait des magistrats intègres dans les tribunaux les plus utilisés, ceux qui servent à sévir contre les hirakistes, vous pensez que le système va les assimiler, va les accepter et qu'eux-mêmes pourraient changer le système ou alors ils seraient juste affectés ailleurs? Qu'est-ce que je veux vous dire? Moi, je suis touché personnellement parce que je manifeste avec beaucoup d'amis qui sont actuellement en prison. J'en ai au minimum 10. Donc très proches. Et il y en a plein d'autres qui étaient déjà en prison et qui sont sortis. Alhamdulillah alayhum. Ils viennent de passer l'Aïd loin de leur famille. Ils sont tombés malades de la Covid, pour certains. On n'en parle même pas. Pour d'autres, pour ceux qui sont médiatisés, on les sort et on précipite leur procès. Et pour d'autres qui le sont moins, malheureusement, comme on l'a vu, le cas d'Adam Zoher, qui est un ami très, 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 très proche, on ajourne et on reporte très loin, on laisse tomber ces gens-là. Donc voilà. Malheureusement, moi, j'y crois pas. Moi, comme a dit M. Gsum Jamal, je crois pas à la politique fiction. Même si on était amené à ramener un juge compétent, non corrompu, qui l'amènerait? Est-ce que c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui tenants du pouvoir qui vont prendre la décision de se déjuger eux-mêmes, de déjuger le processus qu'ils ont engagé depuis plus d'une année dans la répression totale de toutes les libertés des gens qui n'ont rien fait, et que ça sera prouvé par la justice ultérieurement? Je ne pense pas. Je pense que malheureusement, cela n'est pas possible. Et que même s'il y avait des courageux qui seraient là par génération spontanée, si on veut, ils auraient beaucoup de difficultés, ils seraient peut-être in fine eux-mêmes dérangés ou peut-être même sanctionnés par rapport à leurs attitudes qui seraient courageuses. Donc voilà. Mais je goûte très peu à la politique fiction. Moi, je suis plus dans la réflexion et j'aimerais bien que même. Non, c'était surtout, Amine, pour essayer de comprendre si ce système est systémiquement corrompu ou s'il l'est accessoirement, s'il l'est conjoncturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, j'ai compris votre démarche. C'est juste que la problématique, c'est que moi, j'aimerais bien, en tant que personne, que ce système se dise à un moment donné qu'il a fait des erreurs et qu'il reconnaisse ses erreurs. Ça serait dans le monde idéal. Ça serait dans le monde où on n'a pas besoin d'opposition, où chaque personne aurait une autocritique, une vision réelle de son action et qui se jugerait après les faits en se disant peut-être que j'ai fait. Mais malheureusement, l'habitude du travail avec ce système-là et de la confrontation avec ce système-là nous a permis de comprendre que jamais ils ne se sont remis en cause. Ils remettent en cause les personnes, ils remettent en cause certaines actions initiées par d'autres qui sont issus du même système, mais jamais les leurs. Donc on attendra peut-être que quand ils enlèveront Jarrad pour lui mettre tout ça sur le dos, on attendra peut-être quand ils enlèveront Monsieur Zarmati pour lui mettre tout ça sur le dos, mais on attendra quelqu'un pour lui mettre tout ça sur le dos, puisque c'est pas nous, c'est ce qu'ils diront, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et on va faire le chevalier blanc et on va tout changer. Alors, nous allons faire un dernier tour de micro pour essayer de comprendre pourquoi ce régime continue-t-il de recourir à ces très vieilles méthodes de commission d'enquête, de complot, de complotites, et qui ne comprend pas qu'il est vraiment isolé. Ce régime, malgré ses moyens, malgré la force armée dont il dispose, la police et tout, il est réellement isolé, coupé de la société, coupé du peuple même, j'allais dire. C'est un dernier tour de micro et je vous laisse répondre comme vous le souhaitez.
Alors, d'abord, Amin. Oui, je dois revenir à M. Gsoum, désolé, juste rapidement. C'est désolant, je connais le niveau de M. Gsoum, et c'est désolant qu'il ne nous donne pas de réponse. Parce que là, et c'est la même logique de ce régime, au lieu de donner des réponses aux questionnements du peuple, il les contourne. Et c'est la même logique de ses partenaires ou de ses supporters. Je ne suis ni de ceux qui stigmatisent ceux qui ont choisi de voter pour M. Tebboune ou pour ceux qui le soutiennent. Bien au contraire, j'ai besoin de les comprendre. Et nous avons besoin de nous écouter et de se comprendre les uns les autres parce que l'Algérie, on se doit de la construire tous ensemble. Or, M. Tebboune est en train de rater cette chance inouïe d'être celui qui est capable de le faire. En invitant des journalistes qui vont lui poser des questions choisies par lui-même et par ses collaborateurs, en invitant juste ceux qui sont là pour le soutenir et en contournant les vrais problèmes, qu'ils nous disent « Ok, Bouteflika a échoué ». Qu'ils nous le disent et on va construire cela ensemble. Moi, personnellement, je ne suis pas le genre à dire on doit participer avec lui dans ce qu'il doit faire. Montre, comment dire en bon algérien, c'est juste ça. Et après, peut-être qu'on deviendra des soutiens. Aujourd'hui, le système est stérile. Il ne peut plus se régénérer autrement que par... Et je me permets de vous interrompre, il n'y a plus de temps. Jamel Gsoum, je vous demanderai d'aller très vite. Vous voulez dire quelque chose à Amin Mennadi? Je ne vous ai pas laissé finir votre phrase. Amin? Oui, non, mais c'est très bien. Alors, le constat, il est objectif et clair. 30 secondes à peine. Le système est gangréné par la corruption. Alors, si je peux utiliser une autre langue pour le dire, c'est clair. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ça, c'est la première des choses. C'est clair et net. Le Hirak, et grâce au Hirak, nous avons pu nous débarrasser d'une partie de ce système. Il y a des gens encore qui font partie des institutions, qui sont à l'intérieur. Et ce sont ceux-là qu'il va falloir déboulonner. Pour autant, on ne peut pas faire Nahoga, ça veut dire qu'on va mettre la maison vide et on va mettre des gens. Non, il y a un président de la République, comme disait M. Bouzbien, qui est là, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, la question est de savoir comment nous, comme disait John Fitzgerald Kennedy, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays et pas le contraire. Donc, le constat, il est clair et net. Du veilleur de nuit au tribunal, du veilleur de nuit, qui est parfois d'ailleurs en plus de service que le président du tribunal, c'est une particularité algérienne, nous devons tenter d'ouvrir une page et discuter avec l'État algérien et miser sur des générations, ça ne va pas se faire aujourd'hui. Et je me permets de vous interrompre, désolé, Mohamed Amin Bousbia, le mot de la fin vous revient, assez brièvement, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Moi, j'aimerais bien discuter. J'aimerais bien discuter avec des gens qui se remettent en cause. J'aimerais bien discuter avec des gens qui croient au changement. J'aimerais bien discuter avec des gens qui veulent changer le paradigme de gouvernance. J'aimerais bien discuter avec des gens qui croient en la liberté, qui croient en changement. J'aimerais bien discuter, mais malheureusement, aujourd'hui, les tenants du pouvoir ne sont pas de ces gens-là. J'aimerais bien rêver dans cette Algérie nouvelle. J'aimerais bien que ces gens-là nous prouvent leur volonté de véritable changement. Et malheureusement, ils ne font pas partie de ces gens-là. Mais, cependant, nous, simples citoyens, nous devons garder espoir dans le changement. Nous devons nous engager nous-mêmes partout, en Algérie, dans notre environnement propre, dans notre environnement qui est le plus proche, à faire notre changement, à continuer le changement dans les institutions et dans les rues. Nous devons continuer et que le changement viendra par la force des choses et par notre détermination. Merci. Merci Mohamed Amin Bousbia. Merci Amin Mennadi. Désolé de vous avoir interrompu en pleine phrase. Je suis désolé. Merci Paola Arbiz qui nous a accompagnés, notre invité qui est de Beyrouth et qui nous a parlé de cette immense tragédie qui a eu lieu. Vous l'avez tous suivi. Vous avez tous vu les images tragiques de ce qui s'est passé. Et merci à Jamel Gsoum, ex-candidat à l'élection législative algérienne. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawal khair, salama.